Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc je vais commencer par me présenter, David Bigan, président de l'entreprise, de la société Entreprise Consciente. On est une agence événementielle spécialisée dans tout ce qui est événements d'entreprise, que ce soit les colloques, les formations, les conférences, tout ce qui va être lancement de produits, soirée de CE, soirée de gala, et aussi avec certaines particularités comme des voyages humanitaires. Donc, Entreprise Consciente a été une société qui est basée sur un engagement fort au niveau de ses valeurs, aussi bien autour de l'environnement que de l'humain, puisque nous mettons tout en œuvre pour que nos événements soient 100% respectueux de l'environnement. Donc, on a profité de ces derniers mois et ces différentes épreuves qu'on a eues de confinement, etc., pour mettre en place des webinaires pour présenter en fait nos partenaires, parce qu'on travaille avec des personnes qui ont du sens, des personnes qu'on a sélectionnées, des personnes qui amènent dans les événements du contenu, de l'enrichissement pour chacun. Et aujourd'hui, on est heureux d'accueillir Nathalie Riu, qui est consultante de la méthode ADIZ et qui a été certifiée en 2020, 2019 peut-être. 2019, oui. Donc, Nathalie est une personne qui a fait sa carrière depuis 30 ans auprès de multinationales dans le marketing et la vente auprès de grands groupes comme Procter & Gamble, comme American Express. Et donc, elle intervient avec la méthode ADIZ dans les domaines de stratégie, de changements digitaux et de management. Et donc, je vais lui transmettre la parole pour qu'elle présente la méthode et tout ce que peut vous apporter l'Institut ADIZ. Merci. Merci David. Je remercie Entreprise Consciente donc, de me donner l'opportunité de vous présenter cette méthodologie que je vais vous présenter un peu plus en détail. Donc aujourd'hui, nous allons nous centrer sur un élément clé de la méthodologie qui est le cycle de vie des entreprises, comment les entreprises naissent, croissent et meurent. Alors, tout d'abord, qui sommes-nous ? Nous sommes une société de conseil à taille humaine, mais de portée mondiale. Nous aidons les comités de direction à faire évoluer les organisations en les aidant à identifier et résoudre les problèmes plus efficacement. Et également à tirer parti des opportunités de marché plus rapidement que les concurrents. Notre mission, le cœur de la mission, c'est la transformation organisationnelle de votre entreprise qui permet de l'amener au niveau excellence et qu'elle y reste. Donc nous sommes trois, donc David m'a présenté, je ne vais pas y revenir. Il y a également Yann Audebert, qui a été également dans les grandes entreprises, créateur et directeur de business émergents en France, aux États-Unis, au Mexique. Et Richard Azera, qui lui a créé des entreprises, Copie 2000, Roche-Claire, qu'il a revendu à des groupes comme Suez et Danone pour lesquels il a continué de travailler. Donc, rapidement, la méthodologie ADIZ fournit un cadre systématique pour résister et prospérer dans un monde en mutation. Elle est particulièrement adaptée en ce moment. La base, c'est de reconnaître que le changement est inévitable et qu'il peut conduire dans l'entreprise à des conflits destructeurs. Donc, ADIZ va fournir aux dirigeants et à leurs équipes les moyens de résoudre les problèmes clés en transformant ces conflits destructeurs en conflits constructifs et ainsi déverrouiller le potentiel caché de l'organisation. L'entreprise n'est pas très connue en Europe occidentale, mais elle existe depuis 45 ans. Elle est dans plus de 74 pays, les États-Unis, bien sûr, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Europe de l'Est, la Russie et tous les pays baltes.
Un dernier point, on va parler d'entreprise, mais il faut savoir que cette méthodologie s'applique à toute forme d'organisation, des entreprises familiales ou non, des ONG, des entreprises publiques. Le docteur Adiz a par exemple complètement refondu l'équivalent d'EDF pour le Chili. Il a conseillé des gouvernements, surtout après la transition de la période communiste. Donc, c'est une méthodologie qui, vous le verrez, s'adapte à tous les cadres. Donc, allons-y et voyons le cycle de vie des entreprises. On vous propose, je ne l'ai pas dit, de mettre vos questions qui seront prises à la fin. Je vais parler à maximum 40 minutes. Et ensuite, je prendrai toutes vos questions et David et Fanny vont les récupérer. Alors, je pense que tout le monde connaît cette phrase de Charles Darwin, l'espèce qui survivra n'est pas la plus forte, mais la plus intelligente, mais celle qui peut s'adapter le plus rapidement au changement. Et c'est vraiment de changement que l'on va parler. Donc, le changement est inévitable et chaque société va être confrontée à des problèmes. Mais il y a des problèmes à chaque moment de son cycle de vie qui sont normaux, et il y a des problèmes anormaux et des problèmes qui peuvent devenir fataux. Fataux, c'est bizarre, mais fataux. Donc, ce que l'on va voir à chaque moment du cycle de vie, c'est quels sont les problèmes normaux et quels sont les problèmes anormaux. Donc, vous avez un cycle qui commence par la croissance, puis qui va jusqu'au vieillissement de l'entreprise. Au début de sa vie, l'entreprise a beaucoup de flexibilité. Elle est au maximum, mais si on y prend garde, elle descend, elle décroît fortement avec le vieillissement de l'entreprise. Par contre, au début de la vie de l'entreprise, la prédictibilité et le contrôle sont très faibles. Et par contre, au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, cette prédictibilité et le contrôle vont se renforcer. Vous voyez que les courbes se croisent à 2 points. Le dernier point, c'est la mort, donc c'est extrêmement négatif, bien entendu. Mais le point principal que l'on va revoir, c'est le point central, qui est l'excellence, qui est vraiment le point d'équilibre de l'entreprise. Donc, voyons maintenant les différents stades du cycle de vie. Alors, première partie, premier moment, la romance. Au moment de la romance, la société n'est pas née. C'est le moment où le ou les fondateurs agitent plein d'idées, jusqu'au moment où ils vont s'arrêter sur une idée et créer la société au moment de l'enfance. On crée la société et on affine le produit et le service. On va commencer à produire et on va atteindre un stade absolument crucial qui est le moment où les ventes vont commencer à croître. C'est le moment où il faut commencer à structurer l'entreprise. C'est une étape extrêmement importante. C'est une étape aussi où Adiz conseille énormément de sociétés parce qu'énormément de sociétés restent au stade gogo et ont beaucoup de mal à passer à l'étape suivante. On le verra. Donc, l'étape suivante, c'est l'adolescence. La structuration de l'entreprise est beaucoup plus forte. Ensuite, on va passer, si tout se passe bien, à l'étape excellence, donc un équilibre, on le verra entre différents éléments. Ensuite, on peut aller à une stabilité, mais on verra que le haut de la courbe est un point en fait relativement instable, parce qu'on peut repasser vers l'excellence ou descendre vers l'aristocratie. L'aristocratie, c'est le moment où la société est bien établie, mais où toute la créativité commence à baisser extrêmement fortement. Si on continue, on va vers un stade qui s'appelle chasse aux sorcières ou récrimination, pour aller ensuite vers la bureaucratie et la mort. Donc, au début, aux premières étapes, il peut y avoir des sorties de route. Quand on est au moment de la romance, on peut sortir de route. Pourquoi? Parce qu'on ne se met jamais d'accord sur une idée.
ou parce que l'idée que l'on a n'est absolument pas viable. Donc, on appelle cette sortie de route aventure au moment où on est en romance. Au moment où on est dans la France, on peut avoir une mortalité infantile. On n'arrive pas, par exemple, à lever des fonds pour son entreprise. Le produit ou le service est trop instable. Et là, la société n'arrive pas à passer à l'étape supérieure. Par contre, quand on était à l'étape gogo, qu'on verra vraiment plus en détail, on peut tomber dans le piège des entrepreneurs. C'est-à-dire que l'entrepreneur ne va pas réussir à s'adapter aux évolutions de l'entreprise et va rester un créateur qui ne cherche pas à structurer son entreprise. Dans ces cas-là, on tombe dans le piège des entrepreneurs. Et ensuite, on peut avoir au moment de l'adolescence un divorce. Pourquoi? Parce que au moment de l'adolescence, la société se structure, mais le fondateur refuse cette structuration et refuse de s'adapter à la nouvelle entreprise qui ne lui convient pas. Il est extrêmement insatisfait. Donc, il peut y avoir une sortie de route et un vieillissement prématuré si ceux qui ont pris le contrôle de l'entreprise ne s'adaptent pas. Faisons un détour par le rôle du management. Pour Addis, il y a 4 rôles principaux que doit réaliser le management. Tout d'abord, la production. Grand P, produire. Il faut produire, il faut être efficace à court terme en produisant donc un aspect extrêmement fonctionnel. Également à court terme, pour être efficient, il faut commencer à organiser les process. C'est ce que l'on appelle administrer avec le grand A. Donc il faut administrer, il faut faire les process, organiser les process de façon systématique. Enfin, le grand E, il faut continuer à être proactif dans la créativité, dans les idées, pour être efficace à long terme. Et enfin, il faut intégrer l'entreprise, l'organisation, de façon organique pour être efficient à long terme. Si l'on applique au cycle de vie ces 4 éléments, donc au moment de la romance, on est dans l'entrepreneuriat. On est dans les idées, on a 100 idées à l'heure, on les adapte. Puis, au moment de l'enfance, on passe à la production. C'est l'étape absolument clé. Au moment de la phase gogo, il faut qu'il y ait un équilibre entre la capacité à délivrer le service ou le produit, donc P, et continuer à l'adapter, à avoir des idées, à être entrepreneur. Au moment de l'adolescence, on commence à systématiser les process. Donc le A entre en ligne de compte, donc on produit, on organise les process, donc la partie entrepreneur baisse légèrement. Au moment de l'excellence, on fait entrer en ligne de compte l'intégration des équipes. C'est-à-dire, ce ne sont plus des gens où chacun fait tout, où il y a de la désorganisation. Il faut absolument faire organiser l'équipe de façon organique. Au moment de la stabilité, l'aspect entrepreneur diminue. Et bien sûr, il diminue encore plus au moment de l'aristocratie. Mais le P, l'aspect production, diminue également. Dans quel sens? C'est-à-dire, on s'adapte de moins en moins aux clients. On est de plus en plus dans une sorte de routine avec des process bien établis. Bien entendu, si on va à la chasse aux sorcières et à la bureaucratie, là, on tombe dans l'administratif, les process, il n'y a plus d'entrepreneuriat, on ne s'adapte plus aux clients et l'intégration de la société est de moins en moins forte. Donc, quel est le chemin vers l'excellence? Alors, rapidement, au moment de la romance, l'organisation n'est encore qu'une idée. On est dans le développement de l'engagement. Le fondateur ou les fondateurs risquent de perdre le contrôle parce qu'ils travaillent avec des amis qui peuvent prendre l'idée. Si on pense à Facebook et à toute la controverse qu'il y a eu entre ceux qui ont eu l'idée et celui qui l'a mis en place.
Est-ce que les entrepreneurs vont être des prophètes qui vont rester sur des grandes idées ou est-ce qu'ils vont être capables d'aller vers le profit? Et puis, malheureusement, quand on est en engagement, on prend des risques et ça peut aller vers l'aventure. Combien d'entreprises, combien de personnes ont des idées, mais ne dépassent jamais ce stade, ne créent jamais d'entreprise? Si on regarde le concours Lépine, par exemple, il y a des tonnes d'idées qui n'ont jamais été mises en place. Par contre, l'entreprise est née, le risque est pris, et là, on passe au niveau de l'enfance. On n'a plus besoin d'idées, il faut surtout des résultats. On privilégie l'action. On a encore très peu de procédures, très peu de systématisation, peu de budget, peu de règles, peu de politique. Tout le monde fait tout. Le fondateur, tout remonte vers lui, il y a très peu de délégation. Et le leadership, en fait, est assez autoritaire, même si la forme n'est pas autoritaire, c'est lui qui décide tout. Alors, un deuxième concept d'Addis, quand on travaille dans une entreprise, on va travailler avec les équipes pour développer la vision, la mission et les valeurs. On va remettre complètement à plat la structure pour créer une structure fonctionnelle. On va développer un management collaboratif et on va travailler sur la maturité des équipes en les formant. Donc, quand on est au stade de l'enfance, le premier pilier est focalisé sur le fondateur. La structure est très centralisée autour du fondateur. Le management collaboratif n'existe pas, c'est le fondateur qui prend toutes les décisions. Et le fondateur est très protecteur de ses équipes, mais c'est des équipes qui foncent, qui sont vraiment des équipes de guérilla. Donc, quel est le risque à cette étape? Les risques principaux, c'est le burn-out, beaucoup trop de travail, les équipes explosent, pas de cash, pas de trésorerie, ou un défaut majeur du produit ou du service. Dans ces cas-là, on passe à la mortalité infantile, l'entreprise disparaît. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à cette étape? Un point très important que les fondateurs peuvent négliger, c'est s'assurer du soutien familial. En général, malheureusement, des problèmes personnels surgissent parce que la famille ne suit plus. Il faut absolument assurer le cash et la trésorerie, valider le produit et les services, faire des études, assurer la capacité de production, donc s'assurer que l'organisation fonctionne bien d'un commun accord au stade P, production. 55% des startups ferment à cause du produit, 10% à cause du cash et 35% à cause des équipes, le burn-out ou le départ. Passons maintenant à une étape extrêmement importante pour les startups. C'est le stade le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est l'étape que l'on appelle gogo. L'entreprise est très arrogante, ou je dirais plutôt même égocentrique. Elle est centrée sur elle-même. Toutes les forces sont dirigées vers le cœur de l'entreprise. La croissance est rapide avec une orientation vente extrêmement puissante. Elle est organisée autour des personnes encore et pas des tâches. On n'est pas autour des fonctions. Il y a un manque de responsabilisation. On saisit les opportunités. Il y a beaucoup trop de priorités. Et l'hypothèse est que plus on fait de ventes, plus on fait de profit. Un petit aparté, si vous voulez avoir une illustration extrêmement divertissante du stade gogo, je vous conseille de regarder le film qui s'appelle Le Nouveau Stagiaire, The Intern en anglais, avec Robert De Niro et Anna Thaoué. Vous verrez une société qui est typiquement dans le stade gogo. C'est une comédie, mais extrêmement illustrative de ce stade. Donc, si l'on reprend nos 4 piliers, à ce stade, il y a un manque de focus. On réagit au marché, on manque de réalisme. On a une limite dysfonctionnelle, proche de la perte de contrôle, on est focalisé sur les personnes. On a beaucoup de meetings au pas de course et les employés seraient des chevaux sauvages très dangereux. On travaille actuellement avec une société qui est complètement dans le stade gogo, qui a un manque de focus complet, c'est-à-dire qu'on répond à tous les appels d'offres, où qu'ils soient dans le monde. Et dès qu'il y a une activité qui peut être connexe, l'entreprise a créé des divisions pour répondre à ces demandes.
Résultat, l'entreprise part dans tous les sens. C'est une entreprise qui est extrêmement profitable, qui a plus de 200 personnes, qui existe depuis une quinzaine d'années. Mais ils nous ont appelés parce qu'il commence à y avoir énormément de burn-out. Parce qu'il y a un manque complet de structure fonctionnelle. On est complètement dysfonctionnel. On demande à tout le monde de tout faire. On est proche de la perte de contrôle. Et on est focalisé sur des personnes et non pas sur des fonctions. Donc, il y a une nombreux bordel dans l'entreprise qui nous a appelés pour leur permettre de remettre à plat complètement la façon dont l'entreprise fonctionne. Il y a des meetings, mais peu de décisions prises, mais surtout, même quand des décisions sont prises, si elles ne plaisent pas à certains, les décisions ne sont pas mises en place. Donc, grâce à nos méthodes de management des réunions, on permet d'aboutir à des décisions qui vont être mises en place. Et enfin, il y a effectivement des gens qui sont là depuis le début, des gens qui sont rentrés après, et les gens qui sont là depuis le début continuent de fonctionner comme quand ils étaient dans l'enfance. Donc, ça provoque des grands dysfonctionnements. Donc, si on regarde les problèmes normaux et les problèmes anormaux dont je vous avais parlé au début extrêmement rapidement, problème anormal, l'arrogance. Rappelez-vous Steve Jobs qui a été licencié au moment où l'entreprise, où Apple était en stade go-go, même s'il est revenu après, on verra pourquoi, mais parce que le fonctionnement de l'entreprise, à cause de son attitude, était complètement dysfonctionnel. À ce stade, il ne faut pas avoir une vision profit trop tôt. Ce qui compte, c'est vraiment la vente. Un point extrêmement important, il faut vendre plus que l'on est capable de délivrer, mais quand on délivre, il faut que la qualité soit là. Un autre exemple, Tesla. Tesla vend plus que ce qu'il produit, mais il ne fait aucun compromis sur la qualité. Ce qui fait que quand il lance un nouveau modèle de camion, il est prévendu avant même que le premier camion soit sorti des lignes. On accepte qu'un contrôle des coûts soit insuffisant, mais il en faut un. Il faut qu'il y ait des staff meetings, même s'il manque de rigueur. Il faut que la gestion des salaires soit certes pas complètement régulée, mais il faut s'assurer que tout le monde n'est pas surpayé. Et il faut que le leadership soit certes extrêmement optimiste, mais pas paranoïaque. Donc, comment risque-t-on de tomber dans le piège du fondateur? Une qualité non constante, un contrôle des coûts insuffisant, un manque de communication et de délégation par les leaders, un état de crise qui est engendré par l'arrogance et trop de priorités. Donc, ce qu'il faut faire, c'est focaliser sur le cœur, assurer la qualité du produit et du service, commencer à ce stade à définir des process et des contrôles et construire une équipe de direction forte. Donc, je parlais de Tesla qui, par exemple, ne se focalise pas sur le cœur. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à dire avec Tesla quel est le cœur de l'activité. Ils n'ont pas attendu que leur business de base soit bien stabilisé pour aller sur d'autres activités. Et ça pose des problèmes. Alors qu'Amazon, par exemple, l'a très bien fait. Amazon a passé des années sur son cœur d'activité, l'e-commerce au départ sur la librairie, avant d'étendre à des places de marché beaucoup plus grandes et ensuite de développer des nouveaux business extrêmement profitables comme le cloud. Alors, une crise à ce moment-là peut déclencher la transition vers le piège du fondateur. Des procès, alors les exemples, il y a Uber qui a conduit au licenciement de son dirigeant, les problèmes de WeWork que vous avez tous vus avec les pertes extrêmement importantes. Alors, on a des mauvais investissements, on a un exemple en ce moment qui est extrême avec Wirecard en Allemagne avec de la fraude.
Donc, à cette période de transition, il faut passer du plus et mieux à mieux et plus, c'est-à-dire aller vers de la qualité. Il faut commencer à créer des systèmes, à avoir une comptabilité analytique, à responsabiliser les gens. Et un point extrêmement important, il faut recruter un management professionnel. La plupart du temps, c'est le moment où on va recruter un directeur général, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, qui va créer des relations je t'aime moi non plus entre le directeur général, souvent choisi par le fondateur, mais pas forcément. Et cela ne va marcher que si l'entreprise entame une seconde naissance. Donc, dans ces cas-là, à ce moment-là, il faut avoir une nouvelle définition de l'entreprise, un changement fort de la structure organisationnelle, un changement des systèmes de compensation sur le variable et les incentives, un changement des systèmes d'information et de responsabilité et une transition du leadership. Il faut que le fondateur accepte de travailler avec le nouveau directeur général et éviter qu'il y ait trop de conflits. Cet élément est absolument clé pour le passage des entreprises au stade gogo, au stade supérieur. C'est un des stades principaux sur lesquels travaille la méthodologie ADIZ. Donc nous passons, si tout s'est bien passé, nous allons passer à l'étape suivante, ce que l'on appelle l'adolescence. Alors, l'une des difficultés, c'est que vous avez toujours d'anciennes équipes et les nouvelles. Donc il y a un peu une mentalité du nous contre eux. Il y a des conflits internes. Il y a des objectifs contradictoires avec les systèmes de compensation. Il y a une perte de vision temporaire qui est normale. On met en place des politiques et des règles, mais elles ne sont pas ou peu suivies. C'est un moment de grande transition avec des délégations d'autorité, des changements de leadership, des décalages dans les objectifs. L'esprit entrepreneurial du départ de l'entreprise est menacé par la systématisation, et il y a un yo-yo sans cesse entre le fondateur et le directeur général. Vous êtes aux commandes, non j'y suis, etc. Donc ça, c'est un des points extrêmement difficiles à faire évoluer. Donc si l'on vient sur nos 4 piliers, c'est un moment où il y a une perte de focus, il y a un yo-yo d'autorité, il y a des jeux de coulisses et des rumeurs de couloir parce qu'il y a des équipes avec les anciens, les nouveaux employés, il y a un risque d'avoir des clics qui se créent. Donc, le risque d'aller vers le divorce, c'est-à-dire vers la fin de l'entreprise, c'est une paralysie due au conflit, une innovation qui est trop centralisée, qui ne descend pas dans l'entreprise, parfois, et là ça peut être grave, un départ des fondateurs, ou un refus du fondateur de changer ou de déléguer aux directions générales. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut équilibrer entre la flexibilité et le contrôle. Il faut ralentir l'organisation, plus de profit et moins de croissance. Il faut décentraliser la structure et institutionnaliser l'entrepreneuriat. Si l'on prend l'exemple de Google, comment ils ont institutionnalisé le partenariat? Ils ont institué une demi-journée de congé pour les collaborateurs, enfin une demi-journée dédiée pour les collaborateurs à leur propre projet d'innovation. Donc il faut institutionnaliser l'innovation pour qu'elle existe dans toute l'entreprise. Donc c'est un moment où il peut y avoir beaucoup de conflits et ces conflits peuvent être absolument destructeurs. Dans ce cas, si la transition efficace vers l'adolescence n'est pas bien réalisée, il y a un risque que l'entreprise retombe dans le piège du fondateur, c'est-à-dire retombe à l'étape précédente. Et donc, l'organisation peut vieillir et mourir, ou on peut avoir un départ du fondateur et pas de succès des successeurs. Si tout se passe bien,
on va passer à la position optimale, c'est-à-dire l'excellence. À cette position, il y a un bon équilibre entre le contrôle et la flexibilité. On a une structure organisationnelle qui fonctionne bien. On a la capacité d'augmenter les ventes et les profits à la fois. On va être capable de créer des nouvelles divisions, des nouvelles filiales avec l'innovation. Et on est capable de se réorganiser de façon appropriée quand c'est nécessaire. L'un des meilleurs exemples, je pense, c'est Amazon, qui a été capable de créer des nouveaux produits, de nouvelles divisions, qui augmentent ses ventes et ses profits et réinvestit les profits. Donc, quand on est au stade de l'excellence, la société peut être un moteur du marché, elle est extrêmement adaptative. La structure fonctionnelle est très orientée tâches et fonctions. Elle est décentralisée, elle est alignée, elle est transparente et elle s'adapte. Le management collaboratif est systématisé et les équipes sont bien organisées autour d'une grande capacité de travail et d'évolution. Donc là, on a ce qui est normal, c'est un équilibre délicat entre contrôle et flexibilité. Ce qui devient anormal, c'est un début de tendance à préserver le statu quo avec « ne changeons pas ce qui marche ». On n'a pas assez de personnes pour manager les business units. Le recrutement est un problème, il faut accélérer. Ce qui peut être anormal, c'est un ralentissement avec moins d'activité entrepreneuriale. On a plus de temps passé au bureau à améliorer les contrôles au lieu de conserver la dynamique de vente et on commence à se référer au passé. C'est très difficile de rester à ce niveau car la bascule peut se faire rapidement. Mais c'est l'idéal et c'est ce qu'il faut essayer de faire. Parce que si l'on passe à l'étape d'après, qui n'est pas une vraie étape, en fait c'est un point d'équilibre. C'est un point d'équilibre et on peut ne pas rester facilement à ce niveau et on peut soit idéalement rebasculer vers l'excellence, soit passer vers l'étape suivante, l'aristocratie. Là, l'entreprise subit un changement culturel fort puisque le formalisme se développe. L'esprit commence à être ne pas faire de vagues. On adore le passé, il y a une paralysie sur la façon d'aborder le futur. On a beaucoup de cash flow avec des états financiers très bons. On externalise les problèmes, c'est-à-dire que ce n'est jamais de notre faute. Les problèmes sont la faute du marché et on attend et espère que l'environnement deviendra plus favorable au lieu de prendre le problème par les cornes, et on achète des nouveaux produits, des nouvelles idées, des entreprises, plutôt que les créer en interne, parce qu'on n'est plus capable d'être innovant. Un point extrêmement important, c'est que le directeur financier a pris le pouvoir. Dans le stade précédent, le stade gogo, ou le stade de l'enfance, c'est le marketing et les ventes qui ont le pouvoir. Quand on passe à l'aristocratie, c'est la finance qui a le pouvoir. Donc, on coupe les budgets, on demande de rentrer dans le rang, c'est-à-dire quand il y a des demandes spéciales des clients, plutôt que de les écouter, se dire que cela peut être intéressant et d'en profiter pour innover, on refuse les adaptations, on ne crée plus rien, on achète, mais quand on achète, la plupart du temps, on échoue à intégrer. La dernière société dans laquelle j'ai travaillé était une entreprise dans le domaine de l'édition juridique qui a fait de nombreux échecs d'intégration. C'était une société typiquement aristocratique qui faisait beaucoup de profits. Les ventes étaient difficiles, les clients n'étaient pas satisfaits des produits, mais on n'arrivait pas du tout à intégrer les nouvelles sociétés. Donc en fait, on achetait cher et ça ne rapportait rien du tout parce que les sociétés mouraient et ne s'adaptaient pas. Donc au final, la société a décidé de ne plus intégrer les sociétés qu'elle rachetait, les startups qu'elle rachetait. Mais ce n'est pas tellement positif non plus, puisqu'il n'y a aucune cross-fertilisation entre les sociétés rachetées et les sociétés et la société existante. Une façon assez facile et immédiate de voir la différence entre une société gogo et l'aristocratie,
C'est quand vous allez dans la société, c'est les salles de réunion, à quoi est-ce qu'elles ressemblent? Est-ce qu'il y a du bois? Est-ce que c'est feutré? Ou est-ce que c'est un petit peu désorganisé? La façon dont les gens s'habillent et la façon dont les gens se parlent. Donc, on identifie extrêmement facilement une société aristocrate ou une société gogo. Donc, si l'on passe sur l'étape suivante, si l'on voit nos 4 piliers, dans une société en aristocratie, les budgets sont dépassés. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'ambition. On a une vision comptable du business. Ce que l'on cherche, c'est à s'assurer que les prévisions vont être délivrées aux actionnaires. Donc, dans ces cas-là, on ne met pas des budgets ambitieux, on met des budgets que l'on est sûr de réaliser. La structure est complètement gelée, il y a de rares évolutions. Le management collaboratif n'existe plus, c'est-à-dire que c'est plus de la forme, on fait des réunions, mais en fait, on n'avance pas, on ne prend pas de décision, et les équipes commencent à s'endormir. Donc, si l'on continue, là, on va tomber rapidement sur une chasse aux sorcières. On est focalisé sur le qui a causé le problème, plutôt que sur la résolution du problème, comme si trouver qui a causé le problème va être la résolution à quel est le problème. Donc, on n'est plus dans qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce que l'on doit faire, on est vraiment dans qui n'est pas bon, à cause de qui est-ce que l'on a des problèmes. On tombe dans les conflits et la paranoïa. On se focalise sur les conflits de territoire interne. Le client externe devient une nuisance. On n'écoute plus ses clients, donc ils s'en vont. Et ces conflits internes empêchent de s'aligner sur le marché, de regarder le marché. Tout ça pour tomber dans la bureaucratie. Et là, vous imaginez, bon, la société n'innove plus. La société, les équipes sont complètement figées. Et dans ces cas-là, soit on est racheté, soit on part vers la mort. Je dois dire qu'autant chez Addies, on travaille énormément sur des sociétés au stade gogo pour les faire passer de l'adolescence, puis de l'adolescence à l'excellence. Nous travaillons également énormément sur des sociétés en aristocratie pour les faire repasser en adolescence et pouvoir se redynamiser et réinjecter de l'innovation. Par contre, quand une société arrive au stade chasse aux sorcières ou bureaucratie, c'est extrêmement difficile de les redynamiser. Elles ne font même plus appel à des sociétés qui cherchent, parce qu'elles sont gelées dans leur stade, donc elles ne cherchent même plus à repasser dans des stades plus dynamiques. Ou si elles embauchent des gens qui vont chercher à les redynamiser, ils vont partir parce que la structure est tellement figée qu'ils ne vont pas arriver à la faire bouger. Donc, voyons maintenant quels sont les objectifs principaux de business, maintenant qu'on a vu le cycle de vie, à chaque étape. Quand vous êtes au moment de la romance, vous allez chercher à ce que votre produit ou votre service réponde bien aux besoins du marché. Quand vous passez à l'étape de l'enfance, là, votre objectif, c'est le cash. Il faut avoir de la trésorerie pour pouvoir démarrer la production du produit ou du service. Quand vous êtes à l'étape gogo, votre objectif, c'est les ventes et c'est de prendre le maximum de parts de marché. Quand vous êtes à l'adolescence, là, vous commencez à vouloir maximiser les profits. Continuer les ventes, bien entendu, absolument, mais aller vers un équilibre entre vente et profit que vous atteignez au moment de l'excellence. Si vous passez à la stabilité, vous commencez à vouloir protéger les acquis, ce qui est dangereux, et vous pouvez passer à l'aristocratie, où là, on est dans un stade de survie individuelle. Ce n'est plus l'entreprise qui est dans l'esprit des gens, c'est leur survie individuelle. Quand on en est à l'étape chasse aux sorcières, on passe dans la politique interne et externe. Pour la bureaucratie, on attend les miracles qui ne viennent jamais. Donc, si vous voyez dans les étapes de croissance, les ventes sont supérieures au profit.
Au moment de l'étape d'excellence, les ventes et les profits sont aussi importants l'un que l'autre et sont scrutés de façon aussi importante l'un que l'autre. Et en vieillissant, en étape de vieillissement, les ventes sont moins importantes que le profit. Donc, si l'on synthétise notre cycle de vie, quand on est dans l'étape de croissance, le management contrôle le système. Quand on est en étape de vieillissement, le système contrôle le management. En étape de croissance, tout est permis excepté ce qui est interdit. En étape de vieillissement, tout est interdit sauf ce qui est expressément permis. On se concentre sur le quoi, qu'est-ce qu'il faut faire en étape de croissance. On se concentre sur le comment en étape de vieillissement. En étape de croissance, on est ambitieux. À l'opposé, on limite ses ambitions à ce que l'on sait pouvoir obtenir quand on est en étape de vieillissement. En étape de croissance, je l'ai dit, le marketing et les ventes ont le pouvoir. En étape de vieillissement, la comptabilité et les finances ont le pouvoir. La fonction est importante en étape de croissance, la forme est plus importante en étape de vieillissement. Les problèmes sont des opportunités en étape de croissance, les opportunités sont des problèmes en étape de vieillissement. Le succès vient de la prise de risque quand on est en étape de croissance. Le succès vient si on évite le risque, croit-on en étape de vieillissement. On a peu de liquidité en étape de croissance et on a trop de liquidité en étape de vieillissement. Donc les entreprises ont un cycle de vie comme les humains, avec un comportement qui est prédictible. Addis l'a formalisé et ça nous permet d'analyser et d'aider les entreprises à progresser ou se rétablir. Il est important de savoir où vous vous trouvez sur la courbe afin de déterminer sur quoi se focaliser et éviter les écueils majeurs à chaque étape. Il faut que vous équilibriez les forces de vos équipes en fonction de PAEI à chaque étape également. Et particulièrement, il est important de s'assurer que l'aspect administratif ne prenne pas le pouvoir sur l'aspect entrepreneurial. Enfin, le moyen d'accéder à la croissance est de réussir l'intégration des équipes avec le I pour avoir un bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, si vous voulez approfondir, je vous recommande la lecture du cycle de vie des entreprises. Je vous ai mis la version anglaise qui a été récemment revue par le docteur Addis. Et vous avez une version plus ancienne, mais intéressante également, bien entendu, en français aux éditions d'Organisation. Voici mes coordonnées si vous avez besoin de plus d'informations. Et maintenant, je vais prendre vos questions. Merci de votre écoute. Donc, David, est-ce qu'il y a eu des questions? Est-ce que vous souhaitez que j'éclaircisse certaines choses? Merci beaucoup déjà, Nathalie, pour cet exposé très, très intéressant sur la vie des entreprises. Personnellement, je connaissais beaucoup l'approche PAEI, mais j'avais moins exploré ce côté cycle des entreprises. C'est très enrichissant. On n'a pas eu encore de questions, mais j'invite à nouveau tout le monde à en poser, à s'exprimer, à chercher s'il y a des explications sur ce cycle de vie de l'entreprise. Voilà. Je vous en prie, allez-y. Moi, j'en ai une de questions qui me vient, c'est à propos de l'étape entre l'enfance et le gogo. Oui. Vous parliez d'insister sur la partie vente. Est-ce que ça peut être au détriment justement de profit ou de marge? C'est-à-dire, est-ce que c'est une époque où des sacrifices doivent être faits pour de façon importante par rapport à prendre des parts de marché? Oui, clairement, quand vous êtes en enfance et que vous allez vers l'étape gogo, c'est une étape où vous devez vous assurer de l'existence de l'entreprise par les ventes.
Alors, bien sûr, il faut faire attention à la trésorerie, parce que si vous n'avez pas assez de trésorerie, l'entreprise peut mourir, bien sûr, mais il est essentiel de mettre l'accent sur les ventes. On considère que les profits vont commencer à arriver et à être un focus quand l'étape gogo est bien installée et qu'on va aller vers l'étape de l'adolescence. Donc oui, au début, c'est clair, il faut aller vers les ventes. Il faut vraiment investir pour vendre. Il faut investir sur son produit ou son service dans l'optique de vente et sur tous les moyens de vente, la force de vente, etc. etc. Oui. Ok, merci. Il y a une question de Stéphane Durand qui demande: que pensez-vous de la tendance actuelle des entreprises à la recherche de raison d'être forcenée comme la réponse à tous les problèmes d'engagement, entre autres? Alors, ce que je pense, c'est que c'est beaucoup de la communication. Donc, ça ne va pas résoudre les problèmes de l'entreprise. On ne peut pas faire l'économie de s'assurer qu'on a nos 4 piliers, hein, si j'y reviens, on a nos 4 piliers avec extrêmement solides. Bon, ça va être long. Donc, il faut avoir une vision, il faut avoir une mission, il faut s'assurer qu'on a des valeurs, il faut avoir une structure fonctionnelle qui fonctionne, il faut un management qui travaille ensemble avec une bonne maturité des équipes. La raison d'être ne va pas remplacer ça. Donc, je pense qu'il y a un effet de mode. Voilà. Par contre, si vous avez une société qui fonctionne très bien, ça peut être très bien et c'est un élément d'intégration de travailler sur la raison d'être de l'entreprise. Mais ça ne remplace absolument pas le travail de fond et ça ne fera ni rentrer les ventes, ni s'assurer les profits, ni s'assurer que les process sont efficaces, etc., etc. Donc, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau quand tout va bien. Très bien, merci. À nouveau, j'invite toutes les personnes qui... Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez des... Est-ce que ça vous évoque, par rapport à vos entreprises, des questions particulières? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose? Je suis tout à fait ouverte. Alors, nous avons créé 2 produits. Alors, le cycle la façon dont Adiz intervient, pour être plus clair, en général, nous commençons par faire un diagnostic des problèmes de l'entreprise de façon extrêmement large. Ensuite, nous allons résoudre les problèmes très opérationnels, mais ce n'est pas Adiz qui résout les problèmes. Nous travaillons avec les équipes, en général à travers les différents départements, nous faisons des réunions et nous apprenons aux équipes à mener des réunions qui vont résoudre les conflits, les rendre extrêmement constructifs. Donc, ce n'est pas Adiz qui entre, les consultants qui entrent dans l'entreprise et qui vont résoudre des problèmes. Nous allons accompagner les équipes pour qu'ils apprennent à résoudre eux-mêmes les problèmes. Nous pourrons nous arrêter déjà à cette étape, parce que ça fait grandement évoluer les entreprises, mais la plupart du temps, on va aller plus loin et on va passer par revoir tous ensemble la vision, les missions, les valeurs, puis la structure, puis les modes de rémunération et de rewards. Et enfin, c'est un processus qui va être refait, qui peut être fait par l'entreprise toute seule ensuite, tous les ans. Là, nous avons monté 2 produits que David a mis en ligne. Un produit de diagnostic post-Covid et un produit de résolution de problèmes. Voilà. Donc ça, vous le trouverez sur le site de l'entreprise Consciente. C'est des produits que l'on peut mener aussi bien en physique qu'en visioconférence. Vous les retrouverez sur la page formation sur notre site entreprise-consciente.fr. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a d'autres questions?
Il y a un nouveau commentaire de Stéphane Durand disant qu'il trouve beaucoup de l'esprit LEAN dans la culture et la recherche de performance. Lynn. Lynn, alors c'est vrai, il y a beaucoup de sociétés, c'est proche, mais ce n'est pas, c'est pas la même chose que la méthode Lean, parce que c'est une société, c'est une méthode qui s'appuie, alors je n'en ai pas parlé, mais c'est un point extrêmement important. L'objectif de la méthode ADI, c'est de développer le respect et la confiance mutuelle dans l'entreprise. Et c'est ce qui va permettre de faire que les problèmes vont être résolus, ne vont plus être destructifs, et que l'on va passer à travers chacune des étapes de façon extrêmement positive. Mais donc, il y a beaucoup de sociétés qui ont la méthode Lean et qui nous demandent également d'intervenir parce qu'apparemment, c'est assez complémentaire. Merci, j'espère que ça a répondu à votre question, Monsieur Durand. Voilà. Ben, encore merci Nathalie pour merci à vous, merci à tous. pour cette conférence très intéressante. Et je vous souhaite à tous une belle journée, de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Et nous nous retrouverons pour des prochains webinaires. Je vous invite à nous suivre sur notre chaîne pour avoir toutes les informations. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.